je déclare ouverte la conférence inaugurale du mois de solidarité internationale 2021, Afrique-Europe, ACP, Union européenne. Quel avenir commun à réinventer? Je vous remercie. L'Afrique, nous prions maintenant que l'Afrique se dote des chefs d'État à la Nkrumah, il faut dire, à la Lumumba, des chefs d'État qui ont un sens élevé du devoir, qui se sacrifient pour le peuple, pour qui leur vie n'a pas de sens que si le peuple est prospère, que si le peuple vit dans la plénitude, dans la dignité, dans l'honneur. Et bon, vous me direz que je suis un utopiste, oui, je rêve de cette Afrique. Alors donc 2021, c'est à nous d'inventer quel type de rapport. Nous n'allons pas attendre que l'Europe nous dise voilà, ceci, cela. Non, c'est aux Africains de dire voilà, en 2021, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut en 2021. Parce que le monde va être bouleversé complètement. Alors, que sera l'Europe en 2020? Alors, que sera l'Afrique en 2020? Alors, à nous maintenant de prendre en main notre destinée. Alors, je suis un Euro-Africain. L'Afrique prospère, l'Europe prospère, c'est mon souhait le plus cher. Et à propos de la coopération Sud-Sud, vous avez un mot à dire? Eh bien, écoutez, je crois que la coopération Sud n'est pas un simple slogan aujourd'hui, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. Je pourrais vous donner à titre d'exemple l'implication du Maroc par rapport à cette coopération Sud-Sud où nous sommes leaders mondialement, je dirais, de par notre implication dans des projets de développement, d'infrastructures de base, de renforcement de capacités au niveau d'un bon nombre de pays africains, parce que le Maroc estime quelque part que cette coopération Sud-Sud serait vide, ces bonnes pratiques, ce savoir-faire que le Maroc a capitalisé par rapport à un bon nombre de secteurs serait vide de substance s'il n'est pas partagé, s'il n'est pas mis à profit de nos amis et frères africains. Bien compte que le Maghreb est en train de prendre un envol. Mais il est en train de prendre un envol. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que les Européens, l'approche de l'Europe avec le Maghreb est différente. Il y a un accord particulier qui réunit le bassin de la Méditerranée avec l'Europe. N'oubliez pas que Sarkozy a sorti une nouvelle approche des relations Europe-Maghreb. On a appelé ça l'Euro-Méditerranée, n'est-ce pas? Sauf que ce sont les Allemands qui n'ont peut-être pas beaucoup suivi la politique de Nicolas Sarkozy en la matière. Donc, il y a un concept différent. Donc le Maghreb se trouve dans un bassin de la Méditerranée autour duquel se développe un commerce, une activité qui fait que nos frères du Nord, donc du Maroc aujourd'hui, reçoivent, si je peux dire, quelques miettes du développement, du progrès économique que l'Europe est en train de bénéficier aujourd'hui. Mais nos frères du Sub-Sahara, n'est-ce pas, c'est-à-dire les Noirs, que ce soit à partir du Sénégal ou du Mali ou du Tchad jusqu'en bas, Hassan II lui-même l'avait dit un jour dans une émission qu'il a fait sur Antenne 2. À l'époque, il disait Hassan II, j'ai plein mes frères du Sud parce que la situation sera pire. Il faudrait retrouver ces images. C'était un visionnaire, Hassan II. Il l'a dit il y a 20-25 ans. Et la situation n'a pas cessé de se dégrader en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne. Et vous avez aussi dit que l'Afrique s'assume. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments qui le démontrent? Eh bien, écoutez, en dépit des mots, je dirais, qui rongent ce processus de développement au niveau de l'Afrique, il faut avouer quand même qu'il y a des efforts quand même considérables qui se sont déployés justement en vue d'assurer beaucoup plus de développement et de croissance, avec un taux de croissance maintenant à hauteur de 5%. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Il suffit quand même de jumeler les efforts et d'y croire encore plus, et je suis sûr qu'on va y arriver. Alors cette fois-ci, c'est un tournant historique que nous amorçons. Depuis 1963, la convention de Yaoundé, jusqu'à Lomé 75, et ensuite Cotonou 2000, tout ceci c'est des processus graduels. Bon, il y a élargissement, il y a consolidation, mais il n'y a pas révolution. Mais nous allons vers une révolution. Voilà pourquoi cette révolution concerne les peuples. Ça ne concerne plus les gouvernants, c'est les peuples. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je voudrais être un des petits acteurs de cette révolution. Le temps des discours est révolu. Nous sommes au temps de l'action. Vous avez
J'ai demandé ce que les Africains font pour eux-mêmes et qu'est-ce qu'ils devraient faire. Parce que j'ai compris qu'ils ne font pas grand-chose ou ils devraient faire mieux. Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour que l'Afrique aille mieux? Les exposés étaient très bien. Ils ont mis en exergue des sujets très importants. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai estimé peut-être utile de revenir sur des points qui n'ont pas été exposés ou qui n'ont été que effleurés. Je considère que lorsque on analyse les relations, de part et d'autre, on voit les forces et les faiblesses. Donc c'est par rapport à cela que je dis qu'effectivement des progrès ont été signalés, notamment les taux de croissance des pays africains sur la dernière décennie, qui tournent autour de 5%. C'est quelque chose de favorable. Donc des aspects favorables ont été mis en exergue. J'estime aussi que sans minimiser ces aspects favorables, il y a des domaines où on doit mettre le pied sur l'accélérateur. Il s'agit du taux de croissance. Je dis que le taux de croissance de 5% est très bon, surtout par rapport au taux de croissance qu'on voit en Europe ici. Mais il faut savoir atténuer cela un peu par le fait que le taux de progression démographique est trop fort et il ampute une bonne partie de cette croissance qui devait être restée comme surplus pour l'investissement. Autrement dit, si on prend le taux de progression démographique européen, par exemple, qui est très faible, il reste beaucoup pour l'investissement. Mais nous, si on prend notre croissance, quand on l'ampute de 3%, évidemment, il ne reste que 2% ou 1,5%. Donc c'est pour ça que je dis, dans ce domaine-là, il faut qu'on voit les politiques appropriées. Le problème de la population, la croissance n'est pas mauvaise en elle-même, mais c'est une croissance qui apporte, si la population croît, il faut que ce soit des gens bien formés qui apportent une valeur ajoutée à la production et à la productivité. Donc c'est un peu, j'attire l'attention sur ce point. Je dis également que notre commerce, le commerce intra-régional est très faible, alors que le commerce intra-européen est de au moins 60%. Donc ça veut dire que notre commerce à l'intérieur de nos régions, nous devons tout faire pour le booster un peu plus. Nous sommes autour de 15-10% en ce qui concerne l'UEMOA et la CEDEAO. Bon, c'est valable aussi pour d'autres régions. Donc c'est par rapport à ça que je dis que nous devons développer des efforts pour faire progresser notre commerce à l'intérieur de nous-mêmes. Et cela nous fait un peu échapper aux problèmes liés aux crises, aux différentes crises financières et autres. Alors que si c'est entre nous-mêmes, peut-être que nous serons moins affectés par les effets de la crise. Par contre, si c'est avec d'autres partenaires qui sont fortement affectés par la crise, eh bien nous subissons de plein feu, de plein fouet de la crise. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre entre les ACP et la ville de Bruxelles et la société civile? Qu'est-ce que nous attendons des ACP? C'est aussi de leur dire que, outre la politique humaine, les relations internationales qu'ils ont avec l'Union européenne, il y a des municipalités et des citoyens bruxellois, à travers les ONG, les associatifs, qui se mobilisent pour pouvoir apporter une réponse. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît bien que l'aide apportée par les diasporas de chaque pays, c'est-à-dire des Maghrébins qui sont à l'étranger, les Chinois qui sont à l'étranger, ou je ne sais pas quel autre pays encore, ou les Juifs, ou je ne sais pas encore les Libanais qui sont à l'étranger, les aides qui sont apportées par les diasporas sont plus importantes que toute forme de coopération bilatérale officielle qui existe. Donc nous attendons des ACP qui puissent aussi comprendre cette dimension, cette réalité, pour les impliquer dans cette dynamique qui consiste à dire qu'il y a une nouvelle façon de collaborer entre les pays d'Europe, les diasporas qui sont devenus un facteur important dans la coopération. Il faut réinventer, c'est ça le thème d'aujourd'hui, peut-on réinventer les nouvelles types de relations entre l'Afrique et l'Europe? Donc nous attendions des ACP cette contribution, cette réflexion pour pouvoir inciter chacun à s'imaginer ou à rêver ou à penser une autre façon de faire mieux la coopération pour qu'elle puisse vraiment profiter aux citoyens du Sud. Bruxelles, en tant que capitale européenne, pourrait jouer un rôle dans ces partenariats à réinventer entre les pays d'Afrique et l'Europe? Bruxelles, en tant que capitale de 19 municipalités, a quelque chose à faire. Malheureusement, Charles Biquet, que j'ai interrogé sur le sujet, et je trouve ça dommage que le gouvernement bruxellois, je suis parlementaire, ne puisse pas, comment dirais-je, donner l'exemple, le gouvernement bruxellois, parce que c'est à Bruxelles que se trouve le plus grand nombre d'étrangers en matière de soutien, des politiques de soutien, en matière de coopération dans les pays du Sud. Je trouve ça un peu dommage. Le groupe ACP n'existe plus au sein de la démarche européenne.
Alors dans ces conditions, est-ce que nous devons encore insister pour qu'il y ait groupe africain? Non, il faut maintenant qu'on crée les ACP par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et vous, en tant que vieux sage de relations Nord-Sud, principalement ACP, Union européenne, comment voyez-vous l'avenir en ces temps de crise? Vous savez, quand vous me dites vieux sage, vous me donnez l'impression d'avoir, alors que j'ai 25 ans, quand on me voit, ça saute aux yeux. Mais évidemment, avec vos lunettes, vous ne pouvez pas... Madame, comment peut-on percevoir les futures relations d'ici 2025? J'ai dit tout à l'heure que nos relations doivent être maintenant politiques. Des enjeux politiques et des leaders politiques et crédibles.